Les manifestations se poursuivent dans le Minnesota et la situation s'étend désormais à l'ensemble du pays, faisant planer un risque sérieux de guerre civile. Les événements d'hier à Minneapolis ont véritablement mis le feu aux poudres et la tension ne cesse de monter. Le gouverneur de l'État a déjà déclaré qu'il affronterait les forces fédérales, tandis que le gouvernement a répliqué en évoquant son arrestation. Mais ce n'est pas tout, car je vais vous révéler un élément crucial que personne ne vous a dit à propos de Minneapolis, un détail qui est à l'origine même du conflit actuel. Bienvenue sur le Réveil financier, le lieu où nous décryptons les événements qui secouent le monde. Pour ceux qui n'auraient pas vu les images, je vous présente la vidéo qui a tout déclenché. La scène se déroule à Minneapolis, où des agents de l'ICE étaient présents, menant leurs opérations habituelles, rechercher et arrêter des citoyens susceptibles d'être transférés à l'immigration. Nous y reviendrons plus en détail. Dans ce contexte, plusieurs véhicules non identifiés, typiques de l'ICE, étaient présents, tandis que de nombreux manifestants protestent contre leur présence dans les rues. Considérons cette camionnette sombre conduite par une femme. Alors que les manifestants s'expriment, une camionnette présumée appartenir à l'ICE apparaît, suivie d'une autre, d'où descendent 4 agents. Comme à leur habitude, ils sont armés et masqués. L'un d'eux s'approche de la femme, la victime, et lui intime à plusieurs reprises d'ouvrir sa portière. J'ai volontairement retiré le son original de cette vidéo, car elle est particulièrement choquante. On entend ensuite des coups de feu, et la femme qui filme crie, terrifiée. L'agent en noir tente d'ouvrir la portière, et la réaction de la conductrice est de reculer, puis de tenter de s'éloigner. Au moment où elle s'apprête à tourner à droite, un autre agent apparaît devant son véhicule et lui tire 2 balles, atteignant la personne au volant. La camionnette continue sa course et percute un obstacle plus loin. La femme a malheureusement perdu la vie. C'est à la suite de ce drame que de vastes manifestations ont éclaté, débutant à Minneapolis, s'étendant à tout le Minnesota, puis atteignant New York et Washington, D.C. Ce qui distingue cette situation de toute autre flambée de violence, c'est qu'elle pourrait bien marquer le début d'une guerre civile. Ce n'est pas une spéculation de ma part, mais une déclaration du gouverneur de l'État lui-même. Les protestations ont duré toute la nuit, et ce matin, des centaines de manifestants se sont rassemblés devant le bâtiment fédéral pour conspuer et interpeller les employés qui entraient et sortaient du parking. La situation est devenue violente par moments. Les manifestants brandissaient des pancartes et scandaient des insultes, exigeant que les agents et Gregory Bovino, le directeur de la patrouille frontalière, quittent la ville, répétant sans cesse le nom de Renee Good, la femme abattue par les multiples tirs d'un agent de l'ICE. La situation est telle qu'à ce jour, les cours sont annulés dans le Minnesota et plus spécifiquement à Minneapolis, en attendant un retour au calme. De nombreuses images de protestation continuent d'affluer, montrant des citoyens demandant aux agents de quitter les rues. Afin de ne pas mettre en danger les familles et les enfants, et pour éviter toute escalade, le maire de la ville a décidé de suspendre les cours. Minneapolis est actuellement en mode pause, ralenti par les événements récents. Penchons-nous d'abord sur l'identité de cette femme qui conduisait la camionnette et qui a été tragiquement abattue par cet officier. Il s'agissait d'une Américaine de 37 ans qui, au volant de son véhicule, aurait bloqué une rue. Des agents de l'ICE l'ont approchée, lui demandant de sortir de la voiture et tentant d'ouvrir la portière de force. Good a essayé de s'en aller, mais un agent lui a tiré dessus à plusieurs reprises. L'un des tirs l'aurait atteinte à la tête, selon les rapports. Cependant, les vidéos montrent que les roues du véhicule étaient orientées à l'opposé de l'agent, suggérant qu'elle tentait apparemment de l'éviter. Comme vous l'avez constaté, la version officielle donnée par Kristi Noem, que je détaillerai un peu plus tard pour vous donner le contexte complet, est très éloignée de la réalité montrée par la vidéo. Il y a une déconnexion apparente avec ce qui s'est réellement passé. Tout cela basé sur une rhétorique qui veut, comme toujours, que le gouvernement Donald Trump et même l'agent qui a tiré sur cette femme soient les victimes. Mais continuons pour découvrir qui était cette femme et quelles ont été les réactions. Sur Instagram, Good se décrivait comme une poétesse, écrivaine, épouse et mère.
Elle avait remporté un prix de l'Académie des poètes américains pour étudiants universitaires et laisse derrière elle 3 enfants orphelins, âgés de 6, 12 et 15 ans. Sa mère a décrit Good au journal Star Tribune comme une personne aimante, compréhensive et affectueuse. Cette femme venait de s'installer dans la ville et comme d'autres voisins, elle tentait d'alerter les habitants de la présence de l'ICE et de protester contre eux. Ce qu'elle a fait et qui est visible dans la vidéo, c'est qu'elle semblait bloquer leur chemin. C'est du moins la version officielle. Les mouvements précis de cette personne avant l'incident ne sont pas clairement visibles. Quoi qu'il en soit, lorsque les agents sont descendus et lui ont demandé d'ouvrir la portière, elle, effrayée, a reculé et a manœuvré pour s'éloigner, comme vous l'avez vu. C'est durant ces manœuvres qu'ils affirment qu'elle a tenté d'utiliser son véhicule comme arme pour agresser l'officier. Avant d'aborder la manière dont le gouverneur appelle à l'affrontement entre la garde nationale et les forces fédérales, et la réponse du gouvernement qui n'a fait qu'envenimer la situation, je voudrais vous parler de quelque chose que presque personne ne mentionne à propos de Minneapolis. Qu'est-ce qui a réellement provoqué le déploiement de l'ICE dans les rues de Minneapolis? Beaucoup d'entre nous supposent qu'ils étaient là pour faire ce qu'ils font habituellement, rechercher des étrangers à déporter, ou même arrêter des citoyens américains et les emmener dans leur véhicule. Car cela s'est produit à plusieurs reprises. Mais attendez, car il y a eu un événement préalable à tout cela. Qu'est-ce qui a déclenché la colère de Donald Trump spécifiquement envers cette ville à cause de ce que faisaient certains étrangers? Presque personne n'en parle, mais c'est le prélude, l'explication même de ce qui a conduit à ce décès tragique. Et cette révélation nous vient, curieusement, d'un YouTuber, Nick Shirley, qui a réalisé un reportage, une vidéo, sur quelque chose qu'il a découvert à Minneapolis et qui a éclaboussé de nombreuses autorités gouvernementales de cet État. Bonjour, nous aimerions savoir où va l'argent. Que pensez-vous de la fraude qui se déroule ici, dans le Minnesota? Je ne pense pas que quiconque la permette. Le gouverneur Walz est responsable de cela. À quoi a servi cet argent? 1,26 million de dollars. À quoi a servi cet argent? Y a-t-il des enfants? Il n'y a pas d'enfants à l'intérieur de ce bâtiment. Potentiellement, le plus grand scandale de fraude de l'histoire des États-Unis a lieu dans le Minnesota, car littéralement des milliards de dollars ont été acheminés via des entreprises frauduleuses somaliennes. Tant de fraudes qui pourraient presque remplacer l'intégralité du PIB de la Somalie. Ces fraudeurs ont travaillé main dans la main avec le gouvernement du Minnesota, car ils ont permis que des milliards de dollars soient versés à des entreprises frauduleuses à des fins d'aide sociale. Une partie de cet argent a finalement atterri entre les mains de groupes terroristes en Somalie comme les Al-Shabaab. Et d'autres se sont enrichis, tout cela aux dépens des contribuables américains. Et dans cette vidéo, nous allons décortiquer toute la fraude du début à la fin, en nous rendant dans les entreprises frauduleuses et en confrontant les personnes qui gagnent des millions de dollars grâce au gouvernement. Et nous allons également confronter les dirigeants gouvernementaux incompétents qui ont laissé cette fraude se produire. Et pour cela, j'ai rencontré un homme qui mène sa propre enquête depuis des années, car il a vu la fraude de première main. Son nom est David. Plongez dans cette histoire et préparez-vous à être choqués. Quelle est l'ampleur de cette fraude ici au Minnesota? Ce reportage se poursuit. Je vous en donne la source si vous souhaitez le consulter. Mais lorsque cela a été découvert, lorsque cela a été rapporté, cette vidéo, chers amis, a plus de 3 millions de vues en seulement 13 jours. Donald Trump est entré en fureur. Il s'en est alors pris aux migrants somaliens qui, selon cette vidéo, auraient abusé du système. Il a donc ordonné le déploiement de 2000 agents de l'ICI pour contenir la situation. Le problème était qu'apparemment, ce groupe de Somaliens aurait bénéficié d'actes frauduleux, comme le rapporte cette enquête prétendument au détriment du gouvernement, pour des centres d'aide, des garderies où il n'y avait pas d'enfants. C'est la prémisse de toute cette histoire. Mais le fait est qu'après cela, il a envoyé l'ICE pour contenir la situation. Or, comme vous l'avez vu
dans la vidéo que je viens de vous présenter, la femme qui a malheureusement perdu la vie n'était pas somalienne. Elle n'était même pas étrangère. C'était une résidente, une citoyenne des États-Unis qui avait vécu toute sa vie là-bas. On ne comprend donc pas pourquoi, si l'objectif était de contenir cette fraude et que ces étrangers en étaient apparemment la cause, ils ont attaqué la population en général. Je me suis alors penché sur la question pourquoi l'ICE a-t-il soudainement de telles compétences? Pourquoi peut-il arrêter des citoyens, les emmener dans des véhicules? Pourquoi utilise-t-il des masques? Et voici ce que j'ai trouvé. Cette information est directement tirée de leur site web et elle est en espagnol pour éviter toute perte de sens due à la traduction. L'ICI déclare que les officiers et agents de l'ICI sont dans la rue tous les jours, priorisant la sécurité publique pour localiser, arrêter et expulser les étrangers délinquants et ceux qui ont enfreint la loi sur l'immigration de nos quartiers. L'ICE n'a pas besoin de mandat judiciaire pour effectuer des arrestations. Comme tous les autres agents des forces de l'ordre, les officiers et agents de l'ICE peuvent initier des rencontres consensuelles, parler avec des personnes, détenir des étrangers lorsqu'ils ont une suspicion raisonnable qu'ils se trouvent illégalement aux États-Unis. Telle est la prémisse, et elle vise, comme vous le voyez ici, les étrangers délinquants. Où est passée toute cette distinction? J'ai ensuite cherché à comprendre pourquoi ils portent un masque. Comme vous l'avez vu, ils se couvrent toujours le visage. Voici la réponse. Selon eux, les agents de l'ICE le font pour éviter la recherche et la diffusion de leurs informations personnelles, ce qui peut les mettre, eux et leurs familles, en danger. Tous les agents de l'ICE portent des insignes et des cartes d'identité et s'identifient lorsque cela est requis pour des raisons de sécurité publique ou par nécessité légale. C'est ce que dit la théorie, mais la réalité est autre, car il est rare qu'ils s'identifient. Je vais vous présenter le témoignage d'une personne américaine qui a également été emmenée dans l'un de ces véhicules. Mais surtout, l'intention de l'ICE n'était pas de contrôler, mais bien plus sombre. Et revenons à cette question des masques. Pourquoi les policiers qui patrouillent continuellement dans les rues, effectuent des arrestations et affrontent des gangs dangereux, ne portent-ils pas de masques? Pourquoi n'ont-ils pas besoin de se couvrir? Ne sont-ils pas en danger? Ne serait-ce pas plutôt que les activités de l'ICE sont, jusqu'à un certain point, embarrassantes pour eux ou pour l'institution, tandis que ce que fait la police ne l'est pas et ne nécessite pas de se cacher le visage? Qu'en pensez-vous? Mais avant de vous montrer comment le gouverneur du Minnesota incite à cette guerre civile, laissez-moi vous présenter le témoignage d'une personne qui a précisément vécu ces événements à Minneapolis. C'est un pasteur d'une ville qui raconte avoir remarqué l'agitation et s'être approché pour aider sans jamais imaginer ce qui allait lui arriver. Alors que j'arrivais à l'église hier, j'ai remarqué qu'il se passait quelque chose à seulement un pâté de maison et demi de l'église. J'ai donc pris mes sifflets, car nous avons l'habitude de faire cela. Je suis allé voir ce qui se passait et j'ai réalisé que c'était un raid de l'ICE et qu'il y avait de nombreux manifestants. J'ai donc rejoint la manifestation et avant de m'en rendre compte, j'ai vu des agents de l'ICE encercler une jeune femme qui semblait hispanique. Je me suis donc approché d'elle. Et à ce moment-là, nous scandions « Nous n'avons pas peur! Nous n'avons pas peur! Sortez de notre état! Nous n'avons pas peur! » Et j'ai dit à cet agent de l'ICE « Prenez-moi, arrêtez de la harceler. Prenez-moi. » L'agent est venu, s'est approché de mon visage, m'a pointé une arme et a dit « Avez-vous peur maintenant ?» C'est à quoi j'ai répondu « Je n'ai pas peur. » La seconde d'après, il me menottait et me mettait à l'arrière d'un SUV. Ils sont revenus 3 fois et m'ont demandé si j'avais peur. Ce à quoi j'ai répondu « Absolument pas. Je n'ai pas peur de vous et je n'aurai jamais peur de vous. » La 3e fois qu'ils sont revenus, ils m'ont demandé mon identification, ils ont demandé mon téléphone portable, je leur ai demandé si j'étais en état d'arrestation, ils n'ont pas répondu. Et puis ils m'ont dit « Eh bien, vous êtes blanc, vous ne serez de toute façon pas amusant. » Imaginez, l'intention finale était apparemment d'instaurer la peur. Ils l'ont même menacé. As-tu peur maintenant? Et lui ont pointé des armes sur la tête. Après que ce
pasteur courageux ait dit « Non, je n'ai pas peur de toi », ils ont dit « Bon, allez-y, vous êtes blanc, vous ne servez à rien. Ça ne vaut pas la peine que vous restiez. » Voilà exposer le profilage racial qu'ils utilisent pour arrêter les migrants. Mais ce qui ne concorde pas, c'est pourquoi ils ont tiré sur cette femme qui, comme vous l'avez vu, a laissé 3 enfants orphelins. Maintenant, je vais vous expliquer toute la raison, tout le fondement pour lequel cette situation dégénère en guerre civile. Selon les dires du gouverneur de l'État, au niveau national, ce qui se passe, c'est que la garde nationale est sous les ordres du gouverneur. C'est une force, disons, étatique. L'IS, quant à elle, répond aux forces fédérales, à Donald Trump, par exemple. On assiste donc à un affrontement potentiel entre forces étatiques et forces fédérales. Vous comprenez maintenant pourquoi j'explique que cela peut dégénérer à ce point. Mais attendez, car pour rendre la situation encore plus explosive, le gouvernement a déjà répondu à la déclaration du gouverneur Walz du Minnesota. Il s'agit de la sénatrice républicaine Marie Miller, qui a publié ceci il y a moins de 24 heures. Un gouverneur en exercice menaçant de déployer la garde nationale contre la loi fédérale est un acte de défi ouvert. La loi sur l'insurrection existe pour des moments exactement comme celui-ci. Arrêtez Timoise. Telle est l'ambiance, la température de ce qui se passe actuellement aux États-Unis. D'un côté, ce gouverneur qui déclare qu'il va préparer la garde nationale, et de l'autre, des menaces d'arrestation de ce même gouverneur pour avoir osé le faire. Qu'en pensez-vous, chers amis? Car à partir de maintenant, la situation va continuer de s'intensifier. Nous parlons d'une période où même pas un an ne s'est écoulé depuis que Donald Trump a pris la présidence. Et en ne parlant que des questions internes, d'économie, de finances, de l'environnement politique, tout cela s'enflamme, s'embrase, comme vous l'avez vu à travers toutes les preuves que je vous ai présentées. Il ne semble donc pas que la situation va se calmer et se tranquilliser progressivement. Au contraire, Donald Trump est très préoccupé par le fait que s'il ne gagne pas les élections de mi-mandat en novembre, il pourrait être destitué. Il pourrait faire l'objet d'une procédure d'impeachment. Il l'a dit lui-même. Et face à tout cela, quelle a été la réponse officielle des États-Unis? Plus précisément celle donnée par Kristi Noem. À Dix-Wing 5, heure centrale, l'Immigration and Customs Enforcement menait des opérations légales ici à Minneapolis. En raison des conditions météorologiques défavorables que Minneapolis a connues avec les récentes chutes de neige, l'un des véhicules s'est retrouvé bloqué et embourbé dans la neige. Les forces de l'ordre tentaient de dégager ce véhicule lorsqu'une foule d'agitateurs qui les harcelait toute la journée a commencé à les bloquer, à leur crier dessus et à entraver les opérations des forces de l'ordre. Les officiers et agents de lycée se sont approchés du véhicule de l'individu en question qui bloquait les officiers avec son véhicule et qui avait suivi et entravé leur travail tout au long de la journée. Les agents de lycée lui ont ordonné à plusieurs reprises de sortir de la voiture et de cesser d'obstruer les forces de l'ordre, mais elle a refusé d'obéir à leurs ordres. Elle a ensuite utilisé son véhicule comme une arme et a tenté de renverser un officier des forces de l'ordre. Cela apparaît comme une tentative de tuer ou de causer des dommages corporels aux agents, un acte de terrorisme intérieur. L'officier de l'ICE craignant pour les officiers autour de lui. Imaginez cette narration qu'on vient de vous donner. Dites-moi si elle concorde avec les images que je vous ai montrées au début, que le véhicule était bloqué, qu'il ne pouvait pas le sortir, qu'ils lui ont dit plusieurs fois de descendre, de sortir du véhicule, qu'elle a utilisé son véhicule comme arme, que le policier, craignant pour sa vie et celle de ses collègues, a agi en légitime défense, compte tenu de son entraînement. La vérité est que cela ne concorde absolument pas. Dites-moi si vous êtes d'accord avec cette version, car de plus, chers amis, cette enquête est passée aux mains fédérales, aux mains du FBI. Le problème est qu'ils ne permettront pas à l'État du Minnesota de mener l'enquête. Le gouverneur lui-même doute de la transparence et de la justice qui pourra être rendue, car ce seront finalement des forces fédérales, des agences fédérales qui s'enquêteront entre elles. Et étant donné ces prémices, ces premiers résultats d'enquête, ce premier rapport public, ils s'appuieront sur cette prémisse,
et il peut être difficile d'engager une action en justice contre l'agent qui a tiré, car ils diront que c'était pour la sécurité nationale et qu'il s'agissait de terrorisme intérieur. Nous verrons ce qu'il en advient, mais pour l'instant, l'ambiance politique aux États-Unis est vraiment bouillante. Et comme si cela ne suffisait pas, en plus de tous les problèmes internes, Donald Trump a également un problème très sérieux à l'extérieur. Sur les images que vous voyez, un pétrolier russe a été saisi, mais ils n'avaient pas prévu la réponse que la Russie est en train de donner. Et je vous préviens d'emblée, elle est également très forte. Si vous voulez savoir de quoi je parle, quel est ce navire, comment il a été pris, et ce que la Russie prévoit de faire, ou plutôt déclare faire, je vous invite à regarder cette vidéo. Je suis José Carlos, on m'appelle JC. Merci beaucoup pour votre temps. À très bientôt.